Bonjour les amis et bienvenue à ce nouvel Apo Critique Ciné. Aujourd'hui consacré à un film français de Christophe Gans, sorti en 2001 et produit par Studio Canal. J'ai nommé, si vous n'avez pas reconnu le film, Le Pacte des loups. Donc film qui a fait débat lors de sa sortie, je vous dirai pourquoi dans la partie analyse. Et on va passer donc sans tarder directement au synopsis du film pour en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Pacte des loups. Synopsis, on est en 1765. Ça fait déjà 2 ans qu'une mystérieuse bête terrorise la région du Gévaudan, s'attaquant donc de préférence aux jeunes femmes et aux jeunes enfants. Certains évoquent un loup d'une taille colossale, certains même voient un dragon. Devenu un père d'État et mis à mal par ses détracteurs, donc Louis XV demande à Buffon, son intendant des jardins, d'envoyer sur place un naturaliste afin de croquer la bête et découvrir quelle est sa vraie nature. Le chevalier donc Grégoire de Fronsac est ainsi chargé de l'enquête. Il arrive un soir d'automne en Gévaudan, et ce qu'il va découvrir, vous verrez, dépassera bien son imagination. Vous l'aurez compris, il s'agit donc d'un film sur la bête de Gévaudan, mais attention, il s'agit de la théorie de Christophe Gans. Ce n'est donc pas tout à fait un film historique, puisqu'il est classé comme film de science-fiction. On va revenir un peu sur sa théorie plus tard. Donc on va partir maintenant sur la partie analyse avec, attention, spoilers, donc je mets le disclaimer, spoilers, et ceux qui ne veulent pas savoir un peu plus de détails sur le film, je vous invite à passer un petit peu la vidéo, ça va durer à peu près 5-10 minutes, pour après partir sur mon résumé. Alors, le film donc, commence en 1789, donc lors de début de la Révolution. On voit un marquis rédiger ses notes. Il s'agit du marquis d'Apcher, qui veut absolument, avant d'être guillotiné, mettre sur le papier ce qu'il s'est exactement passé en Gévaudan entre 1765 et 1766. On revient donc en 1765. Comme je vous l'expliquais, ça fait 2 ans qu'une mystérieuse bête terrorise la région du Gévaudan. C'est devenu une affaire d'État, je l'expliquais. Louis XV donc, envoie le chevalier Grégoire de Fronsac, naturaliste, incarné par Samuel Le Bihan, tout juste revenu de Nouvelle-France en Gévaudan. Il est accompagné de Mamie, incarné par Marc Dacascos, son ami et frère de sang, qui est un Indian Mohawk, et qu'il a rencontré lors de la bataille des Trois-Rivières. La mission de Fronsac est simple, faire le portrait de la bête et en découvrir un peu plus sur sa vraie nature. De Fronsac est un libertin, c'est un chevalier au franc-parler. Il fait vite ami-ami avec le jeune marquis Thomas d'Apcher, incarné par Jérémy Renier, qu'il introduit donc auprès de la noblesse locale, afin qu'il puisse faire son enquête. Donc il rencontre alors le comte de Morangias, incarné par le très regretté Jean-Yann, qui nous a quittés quelques années déjà, son épouse, incarnée par Edith Scrobb, et leurs 2 enfants, donc Jean-François, incarné par Vincent Cassel, et Marianne, incarnée par Émilie Dequesne. On retrouve également le père Sardis, incarné par Jean-François Stévenin, le duc de Montcamp, Nathan Lafont, et le capitaine Duhamel. Tout ça, c'est un petit microcosme de la noblesse locale. Donc, capitaine Duhamel chargé de traquer la bête, il n'y arrive pas. Plusieurs mois que ça dure, plusieurs années que ça dure d'ailleurs, il n'y arrive pas. Donc Fronsac s'éprend aussitôt de la belle et douce Marianne, Émilie Dequesne, qui est très bien maquillée, très bien habillée dans ce film, et très bien mise en valeur sur ce film, et rencontre également Silvia, incarnée par Monica Bellucci, qui est une mystérieuse prostituée italienne, avec laquelle il loue une relation assez ambiguë et pleine de secrets. Donc les mois passent, l'enquête piétine, de Fronsac, de son côté, est quasi sûr et certain que la bête n'a rien d'animal, puisqu'il découvre sur un cadavre des crocs en fer. Mani, quant à lui, est sûr et certain que les loups servent de bouc émissaire et qu'ils n'ont rien à faire dans l'histoire. Très vite, donc, les relations entre De Fronsac, surtout avec François de Fronsac, De Fronsac, c'est le chevalier, excusez-moi, de Fronsac et la noblesse locale, donc, est à couteau tiré. Hein. C'est une relation qui se lie avec François de Morangias et le cœur de Fronsac, qui est vraiment à couteau tiré, et ça va pas, ça passe plus. Alors là, de son côté, que l'affaire n'avance pas, Louis XV, il en a marre, il envoie sur place son porte-quebuse, Antoine de Beauterne,
qui, après une grande partie de chasse, ramène un gros loup et demande à De Fronsac de le matriciller en bête. En échange, De Fronsac aura le droit de partir dans un comptoir au Sénégal afin de tuer la faune locale. Contraint forcé, donc le chevalier accepte. La bête, parce que c'est pas la vraie bête, est présentée au roi, et vous l'aurez compris, plus de bête, plus d'affaires. Sauf que la bête continue à sévir dans la plus grande ignorance au Gévaudan. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on passe sur la deuxième partie du film, qui, comme le dit le marquis d'Acher en sa voix off, n'apparaît pas dans les livres d'histoire. Thomas d'Acher va donc supplier De Fronsac de revenir en Gévaudan, puisque les massacres continuent, afin de poursuivre son enquête. Avec un argument de choix, une lettre de Marianne qui, tombée sous le charme du chevalier, veut le revoir. Que Mani, donc, et le chevalier retournent en Gévaudan, où ils découvrent assez vite que leurs soupçons s'avèrent exacts. La bête est bel et bien manipulée par un homme. Donc, le marquis d'Apcher, De Fronsac et Mani montent alors une expédition pour traquer la bête, qu'ils arrivent à blesser. Mani, de son côté, la poursuit, découvre alors qu'elle est dressée par un mystérieux homme masqué, mais l'Indien découvert est tué. Lorsque De Fronsac récupère le corps de son ami abandonné, lorsqu'il fait son autopsie, il découvre une balle en argent dans le corps de Mani, signature de chasse de François de Morangex. Voulant se venger, il est malheureusement arrêté par l'autorité locale et jeté en prison pour ne pas avoir respecté les ordres du roi. Sylvia vient alors le rendre visite et lui révèle la vérité, les dessous de l'affaire. Elle lui révèle qu'elle est en fait un espion envoyé par le pape et que la bête est un outil utilisé par une coalition de nobles dans le but de déstabiliser Louis XV qui, pour eux, ont donné trop de faveurs, étaient trop cléments vis-à-vis des philosophes des Lumières. Donc De Fronsac arrive à s'échapper avec l'aide de Sylvia, se venge et finit par tuer la bête. Alors, ce que je pense de ce film, pour moi, Le Pacte des loups est un excellent film français. Il fait partie d'un de mes meilleurs, de mes films préférés, français préférés, avec un autre, que je ferai peut-être une critique plus tard, si j'en ai l'occasion. Les effets spéciaux de son film sont très bien faits pour l'époque, franchement. À noter d'ailleurs que la bête a été créée par Jim Henson Creature Shop. Alors, pour l'anecdote, c'est eux qui ont créé les Muppets, du Muppet Show, entre autres. Et s'il s'agit, la bête il y a un gros défi, parce que la bête est le premier monstre créé au cinéma français depuis Georges Méliès, qui est considéré comme le pionnier des effets spéciaux en France. Les scènes de combat sont très bien chorégraphiées, à savoir d'ailleurs que la scène de combat sous la pluie, lorsque Mani et De Fronsac arrivent au Gévaudan, il y a une scène de combat entre les dragons et les dragons de Beauterme et les deux, qui est très très bien chorégraphiée, et à savoir que moi j'ai la chance d'avoir le DVD bonus, et on apprend que la scène de combat devait durer à l'origine 20 minutes, donc elle a été coupée au montage, que je jugeais justement si elle est un petit peu trop longue. On la voit dans les bonus, on a les rushs originaux, et elle est tout simplement énorme. Les combats sont super bien faits. Marc Cascos, de toute façon, est un excellent expert en arts martiaux, donc ça fait beaucoup, ça y fait beaucoup, faut l'avouer. Donc les décors également sont superbes, il faut savoir qu'il y a eu 85 décors utilisés pour ce film, donc 80 extérieurs. Donc c'est un film qui a été tourné sur 8 départements différents, principalement au sud de la France. Il n'y a rien à dire, ils sont simplement superbes ces décors. Alors le film, pour l'anecdote, a pris 23 semaines de tournage. Ça a duré 23 semaines au lieu des 15 prévus à l'origine, à cause de ces décors extérieurs, parce que le film a subi beaucoup a été empêché par les conditions climatiques. Il a beaucoup plu, il y a eu des tempêtes, il y a eu des orages, il y a eu une canicule également qui a empêché les films et tout. Il y a des problèmes de matériel, les costumes également. Les acteurs ne pouvaient pas jouer soit sous la pluie, soit sous la chaleur. C'est ça qui a retardé le film. Donc, et il y a également la gestion de la lumière, gérer la lumière, c'est la photographie sur 85 décors, ça a été très compliqué. Alors, pourquoi le film a été décrié, tout ce que je viens de vous dire? Eh bien, tout simplement parce qu'on reproche à Christophe Gans d'avoir pris quelques libertés
historique avec ce film. Par exemple, les personnages, les dates, les environnements qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Par exemple, la famille de Morangias, c'est plus ou moins basé donc sur les molettes de Morangias. Une molette de Morangias, donc d'ailleurs pas tout à fait nette hein, dans l'affaire de la bête. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la bête du Gévaudan, on pense que les molettes de Morangias étaient un petit peu impliquées dans l'affaire. Le marquis Thomas d'Apchier, qui en fait en réalité s'appelle Jean-Joseph d'Apchier, donc le prénom a été changé. Le porc un peu plus du roi également, donc qui se nomme dans le film Antoine de Beauterme, alors que son vrai nom était François Antoine. Et d'ailleurs, il n'a pas tué la bête, la première bête, hein, la bête officiellement tuée, parce qu'il y a eu deux bêtes historiquement de tuer, un par François Antoine, donc en 1765 et non pas en 1766, qui a été présenté officiellement au roi. Et il y en a une autre également qui a été tuée par un garde-chasse dont le nom m'échappe, qui avait été amenée au roi, mais comme elle a été en état de décomposition le temps qu'il fasse le chemin, donc il a été passé pour un fou, et c'est pas la bête officielle. Hein. Euh, Après, il y a également la théorie de Christophe Gans qui a été jugée un petit peu farfelue. Alors, personnellement, euh, m'ayant intéressé donc, à l'histoire de la bête, hein, parce que je suis passionné un petit peu d'occulte, euh, pour moi, la théorie, bah, je trouve qu'elle tient la route. Hein, parce qu'à savoir qu'on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au Gévaudan, presque 300 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé là-bas, pendant entre 1763 et 1766 exactement, euh, pendant presque 3 ans. Alors, il y a plusieurs théories, celle du loup enragé, comme ils le disent dans le film très bien d'ailleurs, ça peut pas être une bête enragée parce qu'une bête enragée elle crève au bout de quelques jours et elle ne cible pas ses victimes. Alors on a dit que c'était des loups, parce que c'est le même bouc émissaire de l'époque, sauf que les loups ne ciblent pas les femmes et les enfants, et a tendance également à éviter l'homme, sauf quand il est très très fin, c'était pas le cas à l'époque, hein, il n'y avait pas pénurie d'animaux. On a également évoqué un animal échappé d'un cirque, un animal sauvage échappé d'un cirque, pourquoi pas. Et niveau farfelu, il y a bien pire que ça. Hein. J'ai lu qu'on évoquait des aliens, alors, ou même un chupacabra local. Donc la théorie de la coalition anti-Louis XV, moi je dis why not, pourquoi pas. C'est tout à fait plausible. Hein. Moi je ne remets pas en cause la théorie de Christophe Gans. Pour moi, elle tient la route. Donc après le film, je dis qu'il a été critiqué, il n'a pas été si descendu que ça, ne faut pas exagérer non plus. Il a obtenu la note de 57 sur 100 sur Metacritic, donc un peu plus de la moyenne, et 3,5 sur 5 sur Allociné, donc il n'a pas été tant décrié que ça. Alors moi, si je devais mettre une note au Pacte des loups, j'y mettrais 8 sur 10, pour diverses raisons, donc les anachronismes, des paysans qui utilisent des arts martiaux au XVIIIe siècle, ainsi que des armes exotiques, non, ça passe pas, il y a une petite incohérence là. Et il y en a un autre anachronisme assez flagrant, là il n'est même pas caché dans le film, hein. C'est lorsque De Fronsac est introduit dans la noblesse locale, on voit Marianne donc jouer du clavecin, et on a un gros plan sur la marque de celui-ci, et bah, en faisant une petite recherche, cette marque-là n'a pas été commercialisée avant le XXe siècle. Donc, je ne sais pas si c'est un stagiaire qui a choisi le clavecin, mais attention quoi. Il y a également un petit reproche que je fais au film, c'est qu'il traîne un petit peu en longueur entre la fin de la première partie et toute la deuxième partie du film. Je trouve qu'elle traîne un petit peu en longueur. Bref, pour résumer, moi, un film à voir ou à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pouvez facilement le trouver excusez-moi, piquant d'air. Vous pouvez facilement le trouver donc en DVD, en VOD. Il est des fois rediffusé sur la TNT. Voilà, donc un excellent film. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, la petite cloche bleue, et puis à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Donc à la prochaine et bonne journée à vous. Au revoir.